Bonjour, c'est Frédéric Fievé de Fievé Accompagnement. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est le stress, et notamment comment réduire et transformer son stress. Alors, il y a beaucoup de choses décrites, de parler sur le stress, effectivement. Comme moi, vous savez, vous avez constaté que c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis quelques décennies. Moi, j'ai une expérience et c'est celle-ci que je vais partager. Alors, cette expérience, elle est à deux niveaux. La première, c'est que, en ma qualité de formateur et d'intervenant dans les institutions et les entreprises, ça fait 20 ans que j'anime, que je facilite des formations à la réduction du stress et à la souffrance tant professionnelle. J'ai aussi des groupes de formation grand public. Et je vais vous parler également à partir de ma propre pratique personnelle. Dans un premier temps, il y aura 3 temps aujourd'hui dans cette causerie. Dans un premier temps, je vais vous parler de qu'est-ce que le stress. Alors, d'entrée de jeu, je vous pose une question à laquelle vous pourriez réfléchir. Quelle est la représentation que vous avez du stress? Dans le stress, nous mettons beaucoup de choses. Je vois bien dans mes formations, quand je pose cette question aux gens, quelle est votre représentation du stress? Eh bien, il y a des gens qui vont dire c'est les soucis, c'est les problèmes d'argent, c'est les enfants, c'est la vie, c'est les nouvelles négatives. D'autres personnes qui vont me dire eh bien, c'est une boule au ventre, c'est de l'énervement, c'est de la peur. Voilà. Et il y a une confusion au niveau des causes du stress lui-même et des conséquences du stress. Alors, effectivement, le stress, il a des causes. Il y a des causes individuelles, il y a des causes contextuelles, le travail, la vie de famille, une vie trépidante, les relations humaines, ça peut être plein de choses. Il y a un contexte historique. Vous savez comme moi que depuis 40 ans, les choses vont très vite. Nous devons nous adapter sans arrêt à des nouvelles dimensions de la vie, à des nouveaux supports de la vie, avec toute cette technologie, ces avancées qui se font, nous devons nous adapter. Et en même temps, il y a un contexte temporel. Vous avez constaté comme moi que aujourd'hui, nous avons l'impression d'avoir de moins en moins de temps. Le temps nous échappe. J'entends beaucoup de gens dans les pratiques, dans mes formations me dire mais j'ai pas le temps, j'aurai pas le temps. Et puis, en dehors des causes individuelles, il y a des causes systémiques, c'est-à-dire qu'on est dans une société, nos sociétés occidentales sont très stressogènes. Et vous avez remarqué que le stress, d'ailleurs c'est comme la sérénité, c'est contagieux. Vous allez dans un endroit où il y a beaucoup de stress, où les gens sont stressés, vous ressortez au bout d'une demi-heure, vous pouvez être en tension. A contrario, si vous allez dans un endroit où il y a beaucoup de sérénité, il y a des communautés qui cultivent la sérénité, si vous y arrivez un peu stressé, au bout de quelques heures, vous avez été contaminé par la sérénité. Donc, quelque part, le stress, sa causalité, elle est aussi systémique, elle est globale. Alors voilà pour les causes que je brosse très vite. Et il y a le stress lui-même dont je vais vous parler et puis ses conséquences. Alors, le stress, au départ, c'est une fonction physiologique normale qui a été décrite il y a plus de 50 ans par le physiologiste et médecin Hans Selye, qui a décrit le stress comme une fonction d'adaptation face à un danger. Effectivement, lorsque nous sommes dans une situation qui nous donne l'impression et qui nous semble être un danger pour nous, il y a un mécanisme psychologique, il y a un mécanisme physiologique qui tente à adapter notre corps et notre psychisme, notre mental, pour affronter la situation, soit en fuyant, soit en combattant. Et puis il arrive parfois qu'il y ait des états de panique et de sidération. Ce mécanisme physiologique, décrit par ce médecin, donc, a une interaction au niveau physiologique. Il y a une trentaine d'hormones qui vont être concernées dans le mécanisme du stress. La plus connue, vous la connaissez, c'est l'adrénaline. Le sang va être amené vers les muscles qui vont devoir fonctionner pour fuir ou combattre, en général vers les extrémités. Le cœur va s'accélérer. Enfin, tous les systèmes vont s'adapter. Et puis une fois que le danger est passé, l'équilibre revient, l'homéostasie du corps se remet en place. Donc premier point à savoir, si vous avez du stress, ce n'est pas anormal. C'est normal. Il y a eu une époque, moi je me rappelle il y a une vingtaine d'années, dans ma pratique d'ostéopathe, quand les gens me consultaient,
disais bah, peut-être que mes problèmes de dos ou mes douleurs de ceci, de cela viennent du stress. Je ne sais pas quoi faire. Et je sentais quand ils évoquaient ça, un peu un sentiment de culpabilité, comme si c'était de leur faute qu'ils aient mal dans le dos, etc. Alors, le stress, si vous avez du stress, c'est pas anormal. Ce qui va être anormal, c'est si vous avez du surstress, ce que j'appelle moi du surstress. Aujourd'hui, quand on parle du stress, c'est un stress excessif, c'est du surstress. Je le constate tous les jours en consultation et je le constate régulièrement dans mes formations. On peut considérer qu'il y a un stress qui s'est installé de façon chronique chez beaucoup d'entre nous ces 30 ou 40 dernières années. Comme je vous l'ai dit précédemment, depuis 30-40 ans, l'évolution se fait très rapidement, ça va très vite à l'extérieur, c'est très tendu actuellement, hein. Il y a un contexte historique qui est un peu compliqué, il y a des périodes comme ça dans l'histoire de l'humanité où il faut sans arrêt s'adapter. Au cours d'une journée, il faut partir travailler, il faut déposer les enfants à l'école, il faut rentrer, il faut anticiper la soirée, il y a des tas de choses à faire. Donc voilà, nous sommes sollicités, notre fonction d'adaptation est sans arrêt sollicitée. Il est entendu que nous ne vivons pas tous de la même façon notre relation au stress, qu'elle dépend de notre histoire, qu'elle dépend de différents facteurs, de différents contextes dans lesquels nous vivons, mais néanmoins, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que le stress est devenu un conditionnement et une programmation neuro-hormonale chez beaucoup d'entre nous. Nous agissons et surtout nous suragissons à ce qui se présente à l'extérieur d'une manière très stressée. Notre esprit, vous l'avez très bien compris, nos cerveaux, nos 3 encéphales dans leur organisation verticale sont structurés à la fois pour réagir en fonction du stress. Ça, c'est la partie de l'encéphale archaïque. Et notre esprit est structuré également pour non pas réagir, mais pour être en relation et créer. Le stress, s'il n'est pas travaillé, s'il n'est pas transformé, s'il n'est pas réduit, va progressivement dégrader certaines de nos fonctions. Vous avez remarqué que lorsque vous êtes très stressé, vous êtes un peu plus dans la confusion intellectuellement, les pensées sont moins claires, les espaces de réflexion sont moindres, c'est plus compliqué. D'autres personnes vont avoir des signes somatiques, corporels, des douleurs au ventre, des démangeaisons, des éruptions cutanées. La peau est un bon révélateur, les pathologies de la peau sont des bons révélateurs des problèmes de stress. Mais ça peut être moult choses et aujourd'hui, dans beaucoup de pathologies, même des pathologies graves, l'ensemble des médecins et de l'académie sont d'accord pour signifier qu'il y a un facteur stress. Alors, c'est pas le seul, bien entendu, parfois il est déterminant, des fois il l'est moins, en tous les cas il est là. Donc ce qui va être important dans ce cas de figure-là, c'est peut-être de considérer que ce stress, que nous vivons tous encore une fois, plus ou moins, qui est invalidant et handicapant sans qu'on s'en rende compte. Il faut parfois que le corps témoigne d'un problème pour découvrir que nous sommes stressés. Moi j'ai vu des gens se disant non stressés, finalement découvrir des petits soucis physiques et s'arrêter, se reposer, se détendre, les soucis physiques disparaissent et donc admettre que finalement ces problèmes physiques de santé venaient du stress. Oui, il est important. Alors, au-delà du phénomène de mode, où on voit fleurir des tas de méthodes, moi, mon expérience en tant qu'ostéopathe, elle me dit qu'il faut agir, il faut faire quelque chose. Il y a une autre dimension qui est très intéressante dans le fait d'accepter que nous soyons stressés et qui serait intéressant de le réduire. Le deuxième aspect est important à considérer, c'est le sens que cela a. Quel sens il y a dans le fait que vous viviez du stress de manière excessive ou que vous soyez installé dans un stress qui devient chronique. Le stress, comme tout élément dans la vie, comme toute dimension de la vie, existe car son contraire existe. Vous savez comme moi,
que nous vivons selon une unité qui est la dualité. Cette unité est la rencontre des différences. Quelque chose existe car son contraire existe. C'est l'unité psychologique de base pour l'être humain, mais c'est aussi l'unité de la nature. Donc, le stress signifie quelque chose de positif. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Posez-vous cette question. À un moment de ma vie, je vis beaucoup de stress. Et là, on peut considérer que ce que vous vivez, ce vécu de stress, a une dimension évolutive. Si vous le regardez avec un regard plus global, plus large et plus profond, comme je vous l'évoquais précédemment, c'est de vous dire, il y a un potentiel qui est là et qui demande qu'à être réveillé, qui fait partie intégrante du stress. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, comme je l'entends régulièrement, qu'il y a du stress positif et du stress négatif. Non, moi je m'inscris en faux contre ça. Le stress est une fonction physiologique qui, comme on l'a dit précédemment, est devenu excessif dans nos fonctionnements, dans nos comportements actuellement. L'illusion, c'est de penser qu'il y a une dimension, qu'il y a un stress positif. Un exemple, c'est que je fais quelque chose, je ressens un coup de stress, ça me donne une décharge d'adrénaline, c'est comme si vous vous shootiez avec 2 ou 3 ou 4 expressos, poum, ça donne un coup de fouet, l'illusion que le stress il est positif à ce moment-là, et après ça retombe. Donc c'est une illusion de croire que c'est positif, parce qu'à force de fonctionner comme ça, il y aura un prix à payer. Par contre, la considération qui est plus juste à mon sens par mon expérience depuis ces 20 dernières années, c'est que le stress existe car son contraire existe. Donc une perception, une vue plus large, mettre de la conscience sur le sens qu'il a. Après, c'est à vous de réfléchir. On pourra en reparler à un autre moment sur une autre vidéo. Voilà les 2 considérations fondamentales qui relèvent de votre réflexion. Maintenant, on arrive dans la deuxième étape de notre propos. Qu'est-ce que l'on a comme outil pour réduire et transformer le stress? Vous avez vu que j'employais pas le mot gérer le stress. C'est ce qu'on voit souvent, gestion du stress. Le mot gestion pour moi n'est pas adapté. La gestion, c'est on gère du matériel, on gère un flux, on gère un stock, mais on ne gère pas quelque chose qui est de l'ordre de l'être humain. Le stress, on peut le réduire et on peut le transformer. Et la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que si vous rentrez dans cette pratique, cela va faire émerger des potentiels positifs de santé, de bien-être et de mieux-être. C'est le sens qu'il y a là. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de réfléchir ensemble à la constitution d'une boîte, non pas d'une boîte à outils, parce que le stress ne se réduit pas en utilisant des outils, mais une boîte à pratiques. Une boîte où vous pourriez choisir des pratiques. Alors, déjà, demandez-vous, qu'est-ce que vous aimez bien faire? Qu'est-ce que vous faites qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous faites qui vous détend, qui crée de la sérénité, qui vous met dans une bonne énergie, dans un bon état d'esprit? Réfléchissez à tout cela. Et dans cette boîte de pratique, il y a 2 compartiments. Il y a un compartiment où vous avez besoin de quelque chose pour vous sentir bien, un livre, écouter de la musique, faire du jardinage, faire du bricolage, faire de la cuisine, faire du vélo, faire certaines activités physiques. Et un autre compartiment où vous n'avez besoin de rien d'extérieur. Ça peut être de la marche, ça peut être de la relaxation, ça peut être de la méditation, ça peut être de la réflexion. Réfléchissez à ça, à ce que vous pouvez faire sans rien utiliser, sans être dépendant de quelque chose d'extérieur. L'ensemble de ces pratiques-là ont une fonction. C'est de transformer le stress qui est en vous et de restituer de la sérénité. Si vous prenez un médicament contre le stress que vous prescrit le médecin, vous introduisez quelque chose en vous qui va modifier votre physiologie, votre chimie, et donc créer de la sérénité. Si vous écoutez de la musique, vous faites rentrer en vous
par vos oreilles quelque chose qui va apaiser. Une fréquence vibratoire qui va modifier le fonctionnement de vos cellules, les ramener dans un état d'équilibre et créer de la sérénité. Si vous fumez une cigarette, identiquement, vous créez de la paix, de la sérénité intérieure. Alors, peut-être que dans ces activités du premier compartiment, il va être bon de choisir 2 ou 3, 4, 5 pratiques. On peut éviter les pratiques addictives telles que la cigarette, le café, etc. Si vous fumez, buvez du café, vous pouvez continuer à le faire. Je ne vous encourage pas à le faire. J'ai moi-même été fumeur, j'ai moi-même consommé du café. On sait tous que c'est mieux de ne pas trop le consommer, mais bon, voilà. Je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit là-dessus. Continuez donc à réfléchir sur qu'est-ce que vous pouvez utiliser. Alors il y a des activités par exemple comme le jardinage, le bricolage, le dessin, le tricot, qui ont une fonction particulière en plus de ramener de la sérénité, c'est l'activité de concentration. Alors là on va retenir quelque chose d'important, c'est la concentration. Le focus que vous mettez sur quelque chose qui va vous procurer du plaisir et du bien-être. Dans le deuxième compartiment, je vous invite à choisir 1, 2, 3 pratiques, la marche, la relaxation, la méditation, la prière, la réflexion, l'évasion, sans utiliser quelque chose d'extérieur. Donc ayez des pratiques, différentes pratiques dans chaque compartiment. La pratique de réduction du stress, d'une façon globale, consiste, et c'est là où c'est plus difficile, consiste à vous réapproprier le temps ou à le transcender, comme vous voulez, au choix, en faisant quelque chose de ces pratiques tous les jours. Tous les jours, il faut pratiquer la transformation et la réduction du stress. Alors, vous aimez la marche? Allez marcher tous les jours. La marche vous déstresse, transforme le stress? Allez marcher tous les jours. Par contre, si vous êtes dans la salle d'attente du dentiste et que vous stressez, vous pouvez marcher dans la salle d'attente. Bon, c'est possible. Donc, il est important également d'avoir une pratique dans le compartiment où vous ne dépendez pas de quelque chose. Pour le coup, vous ne dépendez pas de l'extérieur. Là, ça peut être la relaxation, la méditation, la prière. Une introspection, en tous les cas. Donc, vous voyez, variez un petit peu, mais utilisez une pratique où vous allez vous faire du bien tous les jours pour diminuer votre stress. En gros, ce que je vous invite, c'est à prendre 15, 20 minutes, 30 minutes si plus, ou 2 fois 10 minutes de vacances par jour. Au sens propre du terme, se mettre en vacances pour apaiser cette dynamique intérieure réactionnelle, de réaction qui est le propre du stress. Mettez-vous en vacances 15 à 20 minutes. Et une autre proposition complémentaire, c'est prenez du temps tous les jours, également dans les moments interface. Interface, ça veut dire quoi? Vous partez le matin, vous quittez un espace familial ou personnel pour aller dans un espace social et puis ensuite socio-professionnel si vous travaillez. Vous allez quitter une dynamique pour rentrer dans une autre dynamique complètement différente. Il est important de se préparer à sa journée, à fabriquer de la sérénité, à créer une physiologie de la détente pour rentrer dans une dimension professionnelle qui peut être stressogène ou l'inverse. Également, quand vous faites des pauses, prenez 2-3 minutes de vacances. Le soir, quand vous quittez votre travail, rentrez pas comme ça chez vous, prenez un temps, ce que j'appelle moi un sas de décontamination. Et j'ai un très bon exemple à vous citer. Dans une de mes formations, il y avait une professionnelle qui disait que lorsqu'elle rentrait chez elle le soir, elle était tendue, stressée, son mari était encore tendu, stressé, ils ramenaient tous les deux la masse de stress de la journée à la maison et ils passaient des soirées infernales et de plus en plus infernales. Ils se prenaient la tête, comme les jeunes aujourd'hui. Je l'ai invité, avant de rentrer dans sa dynamique familiale, soit en restant dehors, soit en rentrant chez elle, de prendre un temps de 15 minutes,
de se poser. De se poser et de se choisir. De se mettre en vacances 15 minutes. Ça ne veut pas dire comater devant la télé. Encore une fois, là on rentre quelque chose. Mais ça peut être des exercices respiratoires. Ça peut être de la méditation. Vous avez bien compris, dans toutes les pratiques que je vous propose, c'est d'amener de la concentration, de l'attention sur son corps ou sur ce que nous sommes en train de faire. C'est mettre de la conscience sur soi. Cette femme a fait ça tous les jours. Eh bien, ses soirées se sont transformées. Si bien que son mari s'y est mis. Voilà, ça c'est un exemple. Un autre exemple d'une personne qui avait de l'hypertension artérielle, qui s'est mis à pratiquer tous les jours la relaxation et une méditation de pleine conscience, et qui a vu sa tension s'améliorer, et en accord avec son médecin traitant, a diminué sa prise d'hypotenseur jusqu'à ne plus en prendre. J'ai plein d'exemples comme ça à vous citer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont rien fait d'extraordinaire. L'extraordinaire, ce n'était pas dans l'utilisation de dimensions telles que relaxation, méditation, marche ou autre, c'est de se discipliner. On arrive à la dernière étape. Pour cette dernière étape, j'aurais pu vous proposer une méditation, une relaxation, mais il y a des vidéos inspirantes pour ça, donc je vais vous proposer une pratique. Une pratique qui m'a été inspirée par le maître bouddhiste Thich Nhat Hanh, dont j'ai suivi les enseignements sur la pleine conscience pendant 11 ans, à l'occasion de différentes retraites spirituelles. Thich Nhat Hanh, Thai, pour les gens qui le connaissent, utilise beaucoup le pouvoir de la métaphore. Vous savez que les métaphores nous parlent beaucoup et s'intègrent, ont un impact plus puissant que de grands discours théoriques. Voici l'exemple et le travail que ça amène à faire sur soi. Imaginons que votre stress, c'est un bébé qui pleure. Une mère de famille qui s'occupe d'un bébé de 3 mois. Elle a son enfant de 3 mois, un petit garçon ou une petite fille. Cette femme-là s'occupe donc de son enfant et un jour elle est à la maison, donc son enfant de 3 mois, elle lui a donné à manger, il est à peu près 13 heures. Et après avoir mangé, il va dormir, donc elle l'amène dans sa chambre. L'enfant s'endort. Et elle, cette femme, elle s'est activée toute la matinée, elle a peut-être travaillé, et elle se dit, je vais prendre un temps pour moi maintenant, pour me détendre, pour me faire du bien. Alors, elle allume la télé, oui, elle allume la télé, et elle regarde un de ses feuilletons préférés. Elle utilise quelque chose d'extérieur pour se détendre. Ok. Et là, le voisin du dessus, c'est un appartement, se met à faire des travaux. Il est en plein travaux de rénovation de son appartement et il utilise une perceuse à percussion où il perce le béton, c'est du béton vibré, ça fait un bruit infernal. Donc là, il se passe 2 choses. Elle n'entend plus la télé et l'enfant se réveille. Donc comme elle n'entend plus la télé, elle a remonté le son pour entendre ce qu'il disait et que ça couvre légèrement le bruit de la perceuse. Pendant ce temps-là, l'enfant a été réveillé, mais elle ne l'entend pas encore. Vous savez qu'un enfant, lorsqu'il se met à pleurer, d'une façon sensorielle, non pas par raisonnement, il sait à peu près quand les parents vont arriver, etc., etc. Encore une fois, c'est sensoriel, hein. C'est une habitude sensorielle qui est en train de se manifester en lui, qui donnera après sa réflexion. Et là, la maman, elle ne vient pas dans un temps imparti, l'enfant va vivre des émotions, ce qu'on appelle des émotions archaïques, les grandes peurs qui vont nous poursuivre après dans notre vie, les peurs de l'abandon, les peurs de... voilà. L'enfant pleure de plus en plus puisque maman ne vient pas. Et finalement, cette mère, elle entend l'enfant. Au bout d'un certain temps, l'enfant est en plein stress. On est OK. Donc on va considérer que cet enfant qui est en plein stress, pour cette mère, c'est son propre stress. Donc dans un premier temps, il y a prendre conscience de son stress. Tiens, je suis stressé. Ou tiens, l'enfant pleure. Deuxième temps, c'est soit de le nier, j'augmente le bouton de la télé plus fort, comme ça j'entends plus. Donc dans la vie de tous les jours, ça veut dire je compense, en faisant plein de choses, je m'arrête pas, et donc je compense mon stress. Ou alors il y a une autre solution. Le risque là, vous le connaissez, c'est que l'enfant continue à pleurer et aille très mal. Et notre solution, c'est de prendre conscience, tiens, il y a du stress, de l'accepter, de ne pas le nier.
Ensuite, de se dire, il est là, je vais faire quelque chose pour lui. Je vais faire quelque chose pour mon stress. Donc, c'est se diriger vers. Pour le coup, elle va se diriger vers la chambre de l'enfant. Vous, si votre stress est assimilé à l'enfant qui pleure, c'est de vous diriger là où il est. Donc, dans votre corps, dans l'être humain que vous êtes, dans le corps que vous êtes. Ensuite, elle va rentrer dans la chambre. Vous portez attention à ces tensions que vous avez, à ces douleurs qui sont liées au stress, par exemple. Et là, quand elle rentre dans la chambre de l'enfant, qu'est-ce qu'elle fait très vite? C'est une évaluation de la situation. Tout parent, lorsque son enfant pleure, fait une évaluation. Pourquoi il pleure? Est-ce qu'il a fait dans la couche? Est-ce qu'il a mal au ventre? Est-ce que le plafond s'est effondré? Est-ce qu'il y a un bourdon dans la pièce? Est-ce qu'il fait trop chaud? Enfin voilà, moult choses. L'évaluation, lorsqu'on a du stress, c'est de consulter un médecin. Si vous avez mal à l'estomac et que c'est lié au stress, et vous ne le savez pas avant, il faut consulter un médecin pour faire un bilan, pour ne pas passer à côté de quelque chose d'organique qui mériterait une médication malgré tout. Après l'évaluation, elle va encore plus profond vers le stress. Et qu'est-ce qu'elle fait avec l'enfant? Elle le prend, elle lui porte attention. Donc là, il s'agit de lui porter attention à votre corps, à votre stress, au lieu, à l'endroit de votre stress. Elle le prend dans ses bras. Et comment elle lui parle? Elle fait ce qu'on appelle le babillage maternel. Babillage maternel qui consiste à parler à l'enfant avec douceur, avec réconfort, en rassurant, avec empathie, avec amour pour une mère, avec bienveillance, avec sollicitude, avec un état d'esprit de transformation et de guérison, de bien-être et d'amélioration. Eh bien, il faut faire pareil avec votre stress, avec vos tensions. C'est de les prendre dans vos bras symboliquement et de porter dessus un regard d'empathie, d'accueil, d'intégration. Elle sort l'enfant de l'exclusion, du sentiment d'abandon et d'isolement qu'il ressentit en le prenant dans ses bras. Vous faites pareil avec vous-même. Et cette tension qui vous dit sûrement, ce stress vous dit, comme dans la première partie, le sens c'est arrête d'être violent avec toi. Sois non violent, mais surtout bienveillant, prends soin de toi. Agissez ainsi, et puis elle va le bercer l'enfant. Et qu'est-ce qui va se passer? Toute cette attention, le handling et le holding, le portage et le berçage qu'elle procure à l'enfant, va transformer ses pleurs en sourires au bout de quelques minutes. Vous êtes OK avec ça? Moi oui. Appliquez le même processus. Au bout d'un moment, l'attention que vous allez porter va transformer votre stress en sérénité. Voilà. Pour conclure ces 3 étapes, je vous dirais que transformer le stress, c'est pas difficile. C'est juste une décision, issue d'une intention de se faire du bien. Vous y avez droit, j'y ai droit, tout le monde y a droit. Moi, dans mes formations aujourd'hui, comme dans mes consultations individuelles, de coaching ou autres, j'ai changé littéralement mon approche ces 20 dernières années. Et j'insiste énormément pour que les gens pratiquent. Sinon, ça n'a pas de sens de faire une formation de quelques jours, ça n'a pas de sens d'aller à une consultation 1, 2, 3 fois si on ne met pas en application. On n'a pas appris à marcher en restant assis, on n'a pas appris à nager en restant au bord de la piscine, on a appris à nager en se mettant à l'eau, on a appris à marcher en marchant, eh bien on apprend à transformer le stress en pratiquant, tous les jours. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une excellente pratique, et à bientôt.